Bonjour et merci infiniment de nous choisir encore en ce jour pour le décryptage de l'actualité. Rencontre échange nouveau numéro. Depuis jeudi, on connaît la date des élections au Togo, les législatives et les régionales, qui seront couplées une première. On connaît les circonscriptions électorales, le nombre de députés et donc la caution aussi à payer par les candidats. Premier décryptage après l'application de ces dates, eh bien c'est avec M. Fiagan Vijayko. Il est le deuxième vice-président national du parti politique qui s'appelle Nouvelle Vision. C'est avec lui qu'on fera le tour d'horizon de ces questions. Monsieur, merci de cette invitation. Merci, bonjour Monsieur Wilson, bonjour à la RTDS, bonjour au peuple togolais, bonjour à toute la population. J'aimerais d'abord vous féliciter pour cette émission. Je vous suivais depuis quand j'étais un peu plus jeune. C'est pourquoi je vous appelle affectueusement mon doyen. Oui. Ayant fait mon ancien parcours en journalisme. C'est ça. Et je voudrais vous féliciter également pour le générique, le son que nous avons suivi, que nous avons écouté avant le début de l'émission. C'est très inspirant. Ça nous permet de savoir que nous sommes définitivement dans une période spéciale. C'est ça. Donc je suis très heureux d'être ici et d'être votre premier invité tout juste après l'annonce de la date des élections. C'est ça, c'est un plaisir partagé. Et donc, on va revisiter ces questions. Mais en attendant, je vais m'enquérir de la santé de votre formation politique Nouvelle Vision, qui bientôt, je crois, en juillet prochain, va célébrer ses 3 ans. C'est bien ça? Exactement. C'est cela. Alors, comment se porte votre formation politique? Alors, le parti se porte très bien. Les membres, les militants, les dirigeants, tout le monde va bien. Même si nous pouvons le dire, notre pays ne va pas très bien. Alors, tant qu'on dit que le pays ne va pas bien, il ne serait pas surprenant de dire que nous aussi n'allons pas bien, puisque c'est le peuple qui forme le pays. Et le peuple, il y a une partie qui est membre ou militant de notre parti politique. Du coup, nous n'allons pas bien parce que le peuple ne va pas bien. Mais en dehors de cela, en tant qu'entité, en tant qu'institution, le parti se porte très bien. Nous ne connaissons pas de crise. Nous arrivons à dérouler nos programmes, donc on va bien. Vous êtes une jeune formation politique, 3 ans seulement, et par rapport aux vieux leaders qui sont sur le terrain avant vous. Oui, ils sont là sur le terrain, ils ont leurs résultats, ils ont ce qu'ils font. Nous aussi, on a ce qu'on a. Oui, 3 ans, c'est vrai. Mais je voudrais préciser que même si le parti a 3 ans, et donc environ 3 ans, et donc relativement jeune par rapport aux autres partis, la nouvelle vision, c'est-à-dire la vision même que nous véhiculons, la vision, elle n'est pas jeune. La vision date depuis 2009. Vous n'êtes pas sans connaissance que nous avons commencé sur le plan social en tant qu'acteur de développement avant que d'adjoindre à ce leadership social-là, leur leadership politique. Parce qu'on a fait Togolese Foundation, même avant, on a fait Charity International, ensuite on a fait Togolese Foundation, après il y a eu le mouvement Novi et aujourd'hui il y a le parti politique de Nouvelle Vision. Donc la Nouvelle Vision n'est pas jeune, elle est vieille, elle est même plus âgée que certains partis politiques. Et donc comme je le disais, chacun a ses résultats, chacun a ses attentes, mais chacun aussi ses objectifs et sa vision. Notre vision là, dans notre parti, notre vision c'est de construire un Togo soudé émergé. Et en tant que tel, nous œuvrons tous les jours pour atteindre cette vision. Nous œuvrons tous les jours pour atteindre les objectifs que nous sommes assignés afin d'atteindre cette vision. Et les autres aussi font ce qu'ils ont à faire. Je ne suis pas là pour parler d'eux, ils font ce qu'ils ont à faire, mais nous aussi nous faisons ce que nous faisons pour qu'on puisse atteindre cette objectif. Et une fois que cette vision sera atteinte, nous aurons le Togo de nos rêves. Et c'est ce que nous présentons à nos militants, c'est ce que nous présentons au peuple togolais tous les jours. Alors pourquoi vous sentez ce besoin de porter l'habit politique? On aurait pu rester dans vos actions sociales, pour nos besoins forcément, n'est-ce pas, d'avoir un chapelle politique avant de mener le Togo à bon port. C'est vrai, beaucoup de personnes nous posent cette question. Je me dis que c'est une question très pertinente parce qu'on nous a connus pendant longtemps, un peu trop longtemps dans le social. Alors, le fait est que lorsque vous allez au champ, pour faire un champ chez nous, on a besoin de la roue pour faire le champ. Alors, vous ne pouvez pas aller faire un champ pour semer le maïs, mais vous allez prendre un râteau, ou bien prendre les coupes ou les haches. Il faut la roue. Alors, ce dont nous avions besoin pour pouvoir mettre en place un programme national, pour pouvoir implémenter un programme qui couvre toutes les territoires nationaux, c'était le pouvoir. À un moment donné, malgré tout ce que nous faisions sur le terrain, nous étions même venus à Neho, nous étions allés à Neho, à la prison civile d'Aneho, nous avons fait des dons, nous avons fait les sensibilisations des prisonniers à la fois, même du corps pénitentiaire, nous avons sensibilisé les juges et les magistrats et tout. Nous avons fait la même activité dans toutes les régions de notre pays. Nous avons été au campus, nous avons fait des activités, nous avons été dans les hôpitaux, un peu partout, même au sein du gouvernement, on a fait des activités. Avec les médias, on en a fait. Mais à un moment donné, on a compris que malgré tout ce qu'on faisait, l'impact
que nous attendions, l'impact auquel nous attendions, on n'arrivait pas à avoir ça. Ça veut dire que le résultat n'était pas suffisamment atteint. Alors en 2016, notre président national, Dr Kojo Viton, dont je vous transmets la salutation, alors il nous avait rassemblés pour qu'on fasse un bilan. Nous avons fait un bilan pour dire, qu'est-ce qui fait que jusqu'à lorsque nous n'arrivons pas à atteindre notre objectif. C'est là où on s'est rendu compte que, après avoir vécu une histoire assez triste à la prison civile de Tchévier, on s'est rendu compte qu'on a besoin du pouvoir, de l'autorité suffisante pour pouvoir donner des ordres, pour pouvoir donner des indications, pour pouvoir faire exécuter le programme dont les Togolais ont besoin pour le décollage de notre pays. Et puisque nous avons besoin de ce pouvoir-là, et que ce pouvoir ne pouvait être pris qu'en politique, alors il fallait qu'on aille en politique. Donc la politique s'est imposée à nous, ce n'est pas nous qui avons choisi d'aller en politique. Et quel regard vous portez sur le paysage politique togolais depuis que vous y êtes? Alors, dans cette arène politique, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Est-ce que vous êtes à l'aise par rapport quand vous n'étiez pas dans la chapelle politique? Non, nous ne sommes pas à l'aise, il faut dire la vérité. C'est vrai qu'en tant que Togolais, nous collaborons avec nos frères togolais, donc on doit être à l'aise, mais on n'est pas à l'aise par rapport à la façon dont la politique se déroule dans notre pays. Alors d'abord, nous avons plusieurs courants. Il y a un courant qui est là, qui ne veut pas partir, qui est là, mordicus, qui soutient tout ce qu'il fait tous les jours, sans forme de procès. On est même empêché de réfléchir au sein de ce... Vous allusion au régime en place, c'est ça? Oui, on est même empêché de réfléchir. Vous ne pouvez pas réfléchir en dehors de ce système-là. Vous ne pouvez pas vous trouver dehors. C'est un peu comme lorsqu'on est dans un couvent religieux, un couvent fétichiste. Donc il n'y a pas une autre... La loi du silence, c'est ça? La loi du silence, l'omerta. Et il y a un deuxième courant qui est là pour la vengeance. Donc c'est un courant vengeur. On veut revanchard, on veut venger, on veut se venger parce qu'on a subi beaucoup trop de choses. Et on peut les comprendre, on peut comprendre ce qui veut se venger. Oui, les radicaux veulent se venger. C'est radicale dans ce pays. Oui, les gens en ont parlé, c'est vrai. Non, mais les radicaux, ça existe. Des gens que, mais dernièrement, il y a 2 ou 3 mois, je suivais un de nos aînés politiques. Il a dit sur les médias, sur une radio de la place, il a dit ce que le pouvoir est en train de faire avec nous, qu'ils n'oublient pas qu'un jour, ils ne seront plus au pouvoir et que nous aussi, nous serons à leur place, que nous serons emmenés à faire la même chose, à riposter. Donc ça veut dire que cet homme-là, il prône carrément que lui, il a vengeance. Il le dit clairement, il ne s'en cache pas, il n'en a pas honte. Ça veut dire que ce courant existe et que malheureusement, on peut les comprendre parce qu'ils ont tellement eu de blessés, tellement de personnes emprisonnées, tellement d'exilés qu'à un moment donné, ils ne pensent qu'à travers ce prisme-là. Il y a un autre courant qui est là, qui se dit, bon, à un moment donné, il faut que moi je trouve une petite place, je me glisse un peu pour gagner quelque chose. Donc tous ces courants-là. La vraie vérité, c'est que, vous me permettez ce style-là, vous êtes un prof de philosophie, donc vous comprendrez quand on dit la vraie vérité. La vraie vérité, c'est que l'intérêt du peuple est généralement sacrifié. Personne ne veut vraiment suivre ce que veut le peuple. Alors ceux qui sont là, qui disent nous allons y rester mordicus, quel que soit ce qui va se passer, nous y sommes, c'est des gens qui ne pensent que le peuple, pour eux le mieux c'est que le peuple soit dans la souffrance extrême pour que ce peuple soit manipulable. Et ceux-là qui de l'autre côté disent nous voulons nous venger, eux aussi ils ont besoin du peuple. Si le peuple est riche, le peuple est très occupé par le business, le peuple ne pourra pas les aider à faire quoi, à faire des revendications dans les rues ou bien à devenir populaire pour pouvoir exiger quoi que ce soit du régime. Donc eux aussi, ils ont intérêt à ce que ce peuple reste dans la misère, dans la dépendance, pour que ce peuple-là soit toujours prêt à les aider. Et les autres qui sont là à jouer les petits jeux, à naviguer dans les eaux troubles, à aller à gauche et à aller à droite selon le gré des vents, ce camp-là aussi se dit, bon, ce peuple doit toujours rester dans la mendicité parce que nous, on peut toujours nous appuyer un peu dessus pour faire, pour qu'ils fassent de nous des gens très très populaires parce que à un moment donné les populistes ils ont besoin du peuple, c'est un peu comme les flatteurs et tu vas vivre au dépend de ceux qui les flattent. Donc c'est quelque chose comme ça, tous ces courants. Donc quand on est arrivé, on a retrouvé tous ces courants et malheureusement même lorsqu'on avait travaillé avec la dynamique, bon, Monseigneur Kodjo, on a encore vu ces courants-là. Dans cette dynamique oui, oui, on a vu ces courants-là lors des réunions et c'est là l'une des raisons qui nous a poussé qui nous avait poussé à sortir. On en avait parlé au prélat paix à son âme. Malheureusement, on n'avait pas été écouté pour que ça aille dans le droit chemin. Nous ne disons pas que nous sommes des saints, mais nous disons que c'est cela le paysage politique togolais. Et vous, comment vous vous situez par le peuple? Le peuple, tout simplement. Tout le monde parle au nom du peuple. Oui, tout le monde parle au nom du peuple. Mais il ne s'agit pas de parler, mais il s'agit de démontrer. Nous sommes en politique. Il faut démontrer à travers ce que vous faites. Et la politique. Vous savez, normalement, les partis politiques, par exemple, ne sont pas des ONG, on est d'accord. Ce ne sont pas des associations. Ils sont à la caractère du pouvoir. Voilà, ils ne sont pas appelés sur le terrain social. Mais je vais vous poser une question, même si c'est vous qui posez les questions. Imaginez-vous, vous allez voir un Togolais, il a faim. Il a tellement faim, il vit tellement dans la famine qu'à un moment donné, il n'arrive même plus à bouger. Vous allez le voir, vous lui dites, écoutez, votez pour moi, ceux qui sont nos ennemis, c'est eux là-bas, votez pour nous, nous allons les chasser. Est-ce que cet homme-là pourra même se lever pour vous suivre? Il ne le pourra pas, parce que justement, il ne mange pas. Il a faim.
Alors, il a si faim qu'il n'arrive même plus à se déplacer. Donc, nous, à la Nouvelle Vision, nous avons jugé qu'à un moment donné, il fallait, en disant qu'on pense pour le peuple et qu'on agit à la place et au nom du peuple, qu'on réfléchisse comme le peuple en se mettant à la place du peuple, en essayant de leur trouver des solutions. C'est cela qui compte en fait, de trouver des solutions au peuple. Notre peuple a besoin de nous. Et lorsque vous êtes en politique, au Togo ou ailleurs, mais que vous ne pensez pas sortir le peuple de la géhenne physique, parce que c'est une gêne physique dans laquelle le peuple togolais vit, lorsque vous ne pensez pas sortir le peuple de cette faim-là, de cette galère, de cette misère-là, alors vous ne servez à rien. Vous devez démissionner parce que la situation, le contexte togolais oblige aujourd'hui les hommes politiques à devenir un peu aussi des hommes dans le social. C'est ça. Tous les jours, quand nous nous réveillons, moi par exemple, je reçois tellement d'SMS, tellement d'appels tous les jours. Une centaine d'appels minimum tous les jours. Et je n'ai pas les moyens pour pouvoir... Qui vous interpellent? Oui, sur des questions tout à fait personnelles. J'ai faim, élémentaire, oui, j'ai faim à la maison, ma maman est à l'hôpital, j'ai fait un accident. Un matin, il y a une semaine, un monsieur m'a appelé, il pleurait à chaudes larmes. Et c'est même un vieux camarade d'école. Moi, je ne savais même pas. Lui aussi ne savait pas que c'est moi, il appelait. Alors, il m'a appelé, on a fait le coup primaire ensemble. Il pleurait à chaudes larmes. Monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il n'arrivait même pas à raconter son histoire. Et quand il a fini par se calmer, il me dit qu'on l'a sorti de sa maison, sa femme et ses enfants, tous dehors le matin. Là. Les enfants devraient aller à l'école, mais... Par manque de paiement de loyer, c'est ça? Ce qui a même mangé, il n'y en a pas. Il m'a appelé. J'ai réfléchi, je me suis dit à un moment donné que l'histoire est devenue trop habituelle. J'ai tenté de vérifier. C'est là où je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est un vieux camarade de classe, un ami d'enfance. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu sa situation. Je me suis dit, mais cet homme, c'était un homme très intelligent quand on était à l'école. Il était très assidu et il réussissait bien. Mais malheureusement, voilà sa situation. Et il n'est pas le seul. Le gouvernement togolais nous dit que près de 50% des Togolais vivent avec moins de 700 francs CFA par jour dans le Grand Lomé. Le gouvernement nous dit, lorsqu'on monte, je veux dire, lorsqu'on va à l'intérieur du pays, ce montant de 700 francs-là, CFA, ça chute même jusqu'à moins de 200 francs CFA dans les savanes. Moins de 200 francs CFA. Comment est-ce qu'un Togolais peut vivre avec... Comment peut-on vivre avec moins de 200 francs CFA ou moins de 700 francs par jour quand on sait que le tarif minimum à Lomé pour le loyer, c'est à 10 000 francs. Comment peut-on vivre comme ça? Alors, devant cette situation, face à ce chaos social, vous, en tant que parti politique, vous ne pouvez pas vous morfondre dans les débats de positionnement, dans des débats de qui est plus fort, qui est plus populaire, des débats de deux mandats. On peut pas. On n'a plus le temps à ça. On ne peut qu'aller au concret. Et c'est pourquoi nous, à la Nouvelle Vision, nous ne perdons pas notre temps à parler des autres. Nous voulons plutôt aider le peuple à sortir de la situation qui lui est malheureusement imposée. Oui. Alors, vous m'excusez, finalement, quelle est cette nouvelle vision que vous proposez aux Togolais? Alors, la Nouvelle Vision, il s'agit juste de se poser une question. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça marche? D'abord, c'est une révolution mentale. C'est pourquoi le gros du travail que nous abattons, l'an dernier, nous avons sillonné beaucoup de localités, nous avons sensibilisé près de 200 000 personnes. Qu'est-ce que nous leur avions dit? Changer juste de mentalité. C'est de ça que le Togolais a besoin. Les problèmes togolais, moi je peux vous lister tout de suite pêle-mêle 5. La mauvaise gouvernance, c'est un problème que nous connaissons. La banalisation du mal, c'est un problème que nous connaissons. L'indifférence, c'est un problème que nous connaissons. Le mensonge, c'est un problème que nous connaissons. Et le manque de vision. Ça fait 5. Alors, quand vous voyez tous ces problèmes que nous avons, pour régler ces problèmes, il faut quoi? La sensibilisation. Il faut un changement de mentalité. Lorsque vous avez une bonne mentalité, vous aurez une vision pour votre pays. Malheureusement, on voit, c'est clair que la vision, elle manque encore. Je vais vous donner un exemple pour étayer le manque de vision dont je parle. Vous dites que vous parlez de consommation locale dans notre pays. C'est bien. Il faut qu'on commence à consommer local pour aider le producteur local à évoluer, à avoir les moyens à faire mieux. Mais voilà qu'au moment où vous parlez de consommation locale, au moment même de faire la conférence de presse pour parler de la consommation locale, vous vous habillez en étranger. Bon, mais ça c'est encore petit ça. Voilà que vous parlez de consommation locale, mais vous voulez faire des dons de riz aux populations. Vous passez des commandes en Thaïlande, en Chine, on vous envoie des conteneurs de riz que vous distribuez aux populations. Mais finalement, celui qui produit son riz à Korviewan, Yamtougou, mais lui va vendre à qui? Mais donc ça, c'est de la contradiction. Ça veut dire que la vision dont vous parlez, vous n'assumez pas cette vision. Alors que si la vision était là, pour vous, si la vision là était là, elle était concrète, vous verrez qu'au lieu de faire comme vous l'avez fait, vous auriez dû plutôt remettre de l'argent au producteur agricole d'ici pour que lui puisse développer son agriculture et pouvoir ensuite la population à riz. Vous n'allez pas dire qu'à cause de l'urgence, vous remettez de l'argent encore à l'étranger, parce que là, c'est encore l'argent togolais qui passe. Ça, c'est le manque de vision. L'argent du contribuable. Oui, voilà. Le manque de vision est très dangereux pour nous dans ce pays, mais malheureusement, personne ne s'en préoccupe. Et pourtant, c'est dangereux. Et même au niveau de cette maladie du gouvernement, qui est le manque de vision, a contaminé la population. Vous verrez que même dans les écoles, dans les champs, dans nos maisons, on manque de vision. Les gens ne savent pas où ils vont.
il faut avoir une vision. Et nous, à la nouvelle vision, nous avons une vision claire, précise et concise parce que la vision doit être claire, elle doit être précise, elle doit être concise. Alors, tous ces problèmes que je venais de citer, la banalisation du mal, nous connaissons ça. Pour nous, souffrir au Togo, souffrir, c'est devenu normal. Oui. L'indifférence, quand j'ai un problème, quand j'ai un problème, vous n'avez même pas à vous préoccuper de mon problème. Tant que pour vous, ça va. C'est ça aussi le Togo. Tony Bia dit, ça va. Alors, le mensonge, on ne fait que mentir aux gens. Le mensonge est devenu systématique. Quand vous posez une question, la première des choses à faire d'abord, c'est que votre cerveau élabore un scénario complètement fou, mensonger pour se défendre, avant même que de se rendre compte. Vous savez, on a dit aux gens dans ce pays, moi, on est ils ont dit non, je ne suis pas d'accord. Alors qu'on lui a juste dit que Dieu te bénisse. Il a dit non, je ne suis pas d'accord parce qu'il s'est préparé au mensonge. Il s'est préparé à s'opposer. Donc dans sa tête, ce n'est que ça. Moi, on est dit oh, je ne suis pas d'accord. Avant de se rendre compte qu'en fait, la personne me bénissait avant de revenir. Donc, c'est des problèmes que ça a. Nous avons été vers les populations, nous continuons de le faire pour leur dire, changeons de mentalité. Alors, comment entreprendre ce grand chantier? Parce que on a comme l'impression que dans le subconscient togolais, il y a un formatage qui est fait. Hein? Oui. Alors, vouloir promouvoir ce changement de mentalité, ça vous prendra... Oui, il faut déconstruire les mythes mensongers dans la tête des gens. Oui. Il faut commencer par là. Vous savez, Lucky Dubé l'a dit... When you stand for truth, you stand alone. Il a dit ça. Quand vous vous levez pour la vérité, vous allez vous lever seul. Vous serez seul. C'est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes détestés de partout. Certains, sauf le peuple, hein, dans la nomenclatura, nous ne sommes pas tout à fait forcément aimés, même si on collabore avec tout le monde. Comment le savez-vous? Oh, nous savons, nous recevons des retours. C'est ça. Nous échangeons. Et quand on avait écarté notre président pour... en 2020, là, pour les élections présidentielles, oui. On a vu les réactions des gens. Les gens nous ont appelés, on a vu les réactions. Donc, on pouvait savoir en même temps ce qu'ils pensaient de nous. Les gens nous prennent pour des... Bon, chacun pense ce qu'il veut. Chacun pense et fait ce qu'il veut. Hein. Nous, on s'en fout un peu, quoi. Mais, vous verrez qu'on n'est pas... Les gens, certains ne nous comprennent même pas. Certains préfèrent même aller sur le terrain encore. Dire aux gens que non, ces gens-là, ils ne vous disent pas la vérité. Mais la vérité n'a pas de couleur. Mais si je vous dis, monsieur, vous souffrez, c'est la vérité, puisque vous souffrez. Si je vous dis, pour que vous ne puissiez plus souffrir, vous devez vous prendre en charge. On a des terres au Togo. On a 2,2 millions d'hectares de terres cultivables, non cultivées au Togo. Mais ça, c'est une vérité. C'est le gouvernement qui le dit. C'est une vérité. On a donc 60% de la superficie togolaise, c'est les terres cultivables. Sur les 60% là, nous défendons à peine le tiers des 60%. Donc ça veut dire que nous faisons encore rien. Mais si on dit aux populations, aux agriculteurs, producteurs agricoles, de pouvoir eux-mêmes travailler à cultiver cette terre-là, à les rendre productives et productives pour eux-mêmes, est-ce que c'est faux? C'est la vérité. Et nous, d'ailleurs, la nouvelle vision, nous avons développé le programme agricole décentralisé. Nous avons même mis en place un programme pilote dans le Yoto et dans le Blita, préfecture de Blita à Gbandi, à Haoto également, et dans Tandjouari. On a mis en place des programmes pilotes, toujours dans le cadre de l'agriculture, pour démontrer aux Togolais et à leurs dirigeants que c'est possible, c'est faisable. Et aujourd'hui, les résultats sont là. La semaine prochaine, si tout va bien, nous ferons un petit point de presse. Sûrement, votre média sera également invité pour que vous puissiez vivre avec nous les résultats de ce programme pilote-là. Pour que vous puissiez aider à faire comprendre aux gens que c'est faisable. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un miracle. Malheureusement, le Togo, on a tellement menti aux gens qu'à un moment donné, on a pris le mensonge, on ne croit que on prend ce mensonge-là pour la vérité. Donc, c'est le point, je parlais de déconstruire d'abord dans la mentalité des gens le mensonge qui est construit. C'est ça. Mais ce que vous nous engagez, pas tellement dans une action de contestation de régime en place, vous pensez plutôt vous en prendre, n'est-ce pas, à la mauvaise gestion avec les 5. Alors, n'avez-vous pas peur qu'on puisse vous taxer aussi de partis satellites du pouvoir? Alors, il y a un truc. Hein. Il y a soit vous faites A, soit vous faites B. Il y a quoi? Je peux choisir de lutter contre la pauvreté, mais je peux aussi choisir de lutter pour la richesse. Oui. Il y en a qui choisissent de lutter contre la pauvreté. Nous, on a choisi de lutter pour la richesse. Il y en a qui choisissent de lutter contre le pouvoir. Nous choisissons de lutter pour la liberté du peuple. Bon, chacun fait son choix. Nous, c'est la liberté du peuple. Maintenant, si la liberté du peuple, à un moment donné, dans nos stratégies, passe par le fait de pouvoir... D'ailleurs, si nous avons aux élections, c'est parce que nous estimons que ceux qui sont aux affaires ne le font pas bien. Bon, on n'a plus à le dire. C'est d'une évidence banale. C'est trivial, en fait, comme on le dit. C'est trivial. On n'a pas à dire, voilà, nous contestons le pouvoir. Nous avons les élections, c'est que nous sommes leurs adversaires. Dans les isoloirs, par exemple, pour la période électorale, c'est des adversaires, le pouvoir. Les autres aussi, en réalité, c'est des adversaires. On est d'accord. Donc, ça veut dire que c'est pas, on veut faire mieux que ceux qui sont aux affaires. Donc, comme je l'ai dit, nous choisissons de lutter pour la liberté du peuple au lieu de lutter contre le pouvoir. Lorsque vous dites je conteste, ou bien lorsqu'on vous dit que vous vous opposez, par exemple, si on dit sur le plateau que je m'oppose à vous, au Togo, on prend cela comme un affrontement personnel. Nous ne voulons pas nous retrouver dans cette dimension-là.
Nous ne voulons pas la lutte des gens contre les gens. Voilà. Nouveau numéro de rencontre-échange, nouveau décryptage de l'actualité. Fiagan Avediekou, deuxième vice-président national de Nouvelle Vision, est mon invité. C'est avec lui que nous décryptons l'actualité telle qu'elle se déroule ces dernières heures. Rapidement, vous avez tout à l'heure fait allusion à Monseigneur Philippe Kopoyro, le président de la DMK, qui a rendu l'âme et qui a été conduit en sa dernière demeure la semaine dernière. Quelle pensée pour cet homme qui s'est engagé dans le dernier jour de son existence dans l'arène politique? Est-ce que c'est le dernier jour? Bon, on peut le dire ainsi, mais ça fait quand même plus de 30 ans qu'il est en politique. Oui. Et Monseigneur Kopoyro était une bonne personne. Une bonne personne avec ses défauts et ses qualités. Malheureusement, c'est ça la condition humaine. Alors, il a agi en politique comme il l'entendait. Parfois, il a fait des erreurs. Parfois, il a fait comme il fallait. Et il a eu les résultats que lui seul peut apprécier. Aujourd'hui, qu'il n'est plus là, nous espérons qu'il est dans l'au-delà auprès de ses ancêtres, où il pourra lui-même refaire le bilan de Topé. C'est le lieu, l'entre-deux vérités, où il est maintenant. Il peut lui-même analyser tout ce qu'il a eu comme parcours sur terre. Nous ne sommes pas juges. Hein? Oui, on n'est pas juges. Et on verra ce que lui-même il en pensera. Mais en attendant, nous disons à la Nouvelle Vision que c'est une bonne personne. Nous avons eu la chance de le côtoyer, de discuter avec lui, d'échanger longuement avec lui. Il a même rendu visite à votre président. Oui, à la maison en 2019. Il nous a rendu visite. Moi-même, j'étais là d'ailleurs, on a échangé avec lui. Personnellement, je le connaissais et personnellement, le président aussi le connaissait. Il nous appréciait très bien. C'était une appréciation mutuelle entre nous. Il nous appréciait très bien. Il avait même dit à notre président une fois qu'il le suivait depuis 2007. Et qu'il se rappelle, il n'oubliera jamais le costume bleu avec lequel il s'était présenté à la TVT. Il nous avait raconté ça. C'était anecdotique, mais intéressant. On a compris que c'est quelqu'un qui nous suivait depuis. Et puisque nous aussi, on le suivait depuis, on a suivi sa démarche. Ces démarches, on les a suivies de bout en bout jusqu'à la fin. Malheureusement, à un moment donné, on a eu un désaccord sur la façon dont il fallait conduire les choses. C'était au sein de la DMK. Et on a été suffisamment honnête pour aller le voir, pour lui dire, papa, voilà ce que nous pensons de la chose. Et il a compris notre position et on s'est séparés. Donc il n'y avait pas la guerre. Même si ceux qui étaient autour de lui pensaient autre chose de nous, ça reste leur pensée. C'est beaucoup plus leur préoccupation que la nôtre. Donc c'était ça. Monseigneur, pour Dieu, paix à son âme. Nous espérons que le ciel suscite. Non, moi je ne me préoccupe pas vraiment de ça. Mais nous espérons à Nouvelle Vision que le ciel suscite en les fils et filles togolaises, beaucoup d'esprit comme Monseigneur Podro, mais beaucoup plus ouvert encore, beaucoup plus lucide encore dans leur tête pour que la lutte puisse aboutir. Quel héritage a-t-il laissé et qui peuvent se réclamer de ces héritiers? Tous les Togolais, y compris même dans UNI, tous les Togolais peuvent se réclamer de Monseigneur Podro. C'était un patriarche, c'était un papa. Un papa. Il n'a pas rejeté ses mauvais fils, il n'a pas rejeté ses bons fils. Tous ses fils, tous ses enfants ne seraient pas sexistes. Il n'a pas rejeté ses enfants, filles comme garçons. Il n'a pas accepté d'autres et a rejeté de non. Ce sont ses enfants. Donc tous les Togolais aujourd'hui peuvent se revendiquer d'être des enfants de Monseigneur Podro. Et pourquoi pas revendiquer même son héritage spirituel. Moi je pense qu'il nous a surtout transmis la combativité. Cet homme-là, même quand il avait déjà 65 ans, il luttait déjà pour ses convictions. À un moment donné, on a failli même le prendre pour un acteur politique. Et aux derniers instants de sa vie, c'était même devenu ça. À un moment donné, l'Église même s'est séparée de lui un peu dans son combat. Il n'était plus un ecclésiastique, il n'était plus tant que ça un prélat. Il était dans un costume. On l'a vu sur le terrain en pleine campagne électorale, à côté de son poulain. Oui, donc il avait ses convictions politiques. Mais au moins, moi, je retiens de lui un héritage pour tous les Togolais, surtout pour la jeunesse. L'âge, peu importe l'âge, il faut être combatif. Il faut être persévérant. Lorsque vous vous engagez pour quelque chose, battez-vous jusqu'à la fin. Moi, je pense que c'est ce qui nous a transmis le plus. Et à la Nouvelle Vision, on retiendra ça. Sauf que ces obsèques n'étaient pas un hommage national en tant que tel, comme on l'aurait souhaité. Hein. Oui, je ne saurais dire pourquoi le gouvernement n'a pas rendu des hommages sur le plan national. Je ne saurais dire pourquoi le gouvernement n'était pas présent non plus aux obsèques. Je ne saurais expliquer tout ça. Je ne peux que supputer en disant que peut-être cela est dû aux relations entre lui et les relations au dernier moment entre lui et le régime en place, puisque c'est le régime qui dirige. Mais ceux qui peuvent mieux s'expliquer là-dessus, c'est le gouvernement lui-même. C'est ça. Bien, merci pour cet éclairage. Venons-en aux faits concrets de l'actualité. On savait depuis le dernier Conseil des ministres que les dates des élections sont connues. Une première, c'est que pour la première fois, des élections seront couplées. Législatives et régionales. Quelle appréciation vous en faites? Oui, nous nous interrogeons. La Nouvelle Vision s'interroge. Bon, est-ce qu'on le fait parce qu'on veut le faire comme les autres le font?
ou bien est-ce qu'on le fait parce que nous estimons qu'aujourd'hui il faut le faire, que le Togo a besoin des élections régionales et tout. Je vais faire une analyse des deux côtés. Le premier côté, je me dis que oui, il faut le faire parce que nous avons besoin d'une décentralisation, d'une déconcentration complète du pouvoir. Et donc, il faut que le pouvoir soit un peu plus diffus, que même prenant une localité comme Pendial, que dans le Pendial, il y ait des dirigeants à chaque niveau dans la société. C'est bien d'avoir ça. Maintenant, d'un autre côté, a-t-on les moyens d'assumer ça? Parce que la stratification du pouvoir, la déconcentration dont nous parlons, la décentralisation dont nous parlons, est très chère. La décentralisation est très coûteuse pour notre pays. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Côté logistique. On est en train d'essayer déjà les conseils municipaux. Oui, mais nous voyons déjà que les maires, tous les maires, d'abord, pour avoir leur mairie, ils ont souffert. Les localités, vous avez parlé de oui, les localités, pour avoir leur mairie dans les localités, ils ont souffert. Mais ensuite, aujourd'hui, les localités, comment ces localités sont pourvues? Nous-mêmes, à la Nouvelle Vision, il y a une localité à Untivou, la commune au goût 4, je crois, qui nous avait sollicité. C'est nous qui avons fourni un groupe électrogène, des ordinateurs portatifs et matériel informatique. On a fourni beaucoup de choses à cette commune-là. C'est estimé à près de 4 millions. C'est nous qui lui avons fourni ça. C'est pas votre élu qui est là-bas? Non, c'est le maire de Uni. C'est un maire uni. J'ai oublié son nom, mais c'est la commune au 4. Alors c'est nous qui leur avons fourni ça. Si nous n'étions pas là pour les aider, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. Donc ça veut dire que encore pour le moment, les mairies, les communes ont des problèmes pour gérer, les élus ont des problèmes pour gérer les communes. Et maintenant, nous allons ajouter à cela les élus régionaux. Ça, c'est des questions financières qu'il faut poser. Sans oublier que dans la loi des finances de 2024, on n'a pas prévu ces lignes-là. Les lignes n'ont pas été prévues pour payer les élus, pour payer tout cela. Et les élections couplées en tant que telles, est-ce que les lignes ont prévu ça? Les salaires, même pour venir aux députés avec 113, est-ce que c'est prévu dans les lignes? Non. Tout cela n'est pas prévu. En fait, c'est pour faire de l'économie qu'on a couplé ces élections. Oui, on peut dire que c'est pour faire l'économie, mais ça peut aussi nous faire plus dépenser. Parce que nous ne sommes pas prêts à ça, nous n'avons pas la logistique. Déjà, pour une seule élection, il y avait des guerres au Togo, pour une seule élection. Jusqu'aux dernières élections qui ont été organisées, on a eu des problèmes. On a eu des contestations, on a eu des problèmes de machines, les machines dans les isoloirs qui n'ont pas fonctionné, d'abord pour l'établissement des cartes d'électeurs. On a eu beaucoup de problèmes logistiques, beaucoup de problèmes d'équipement. Mais est-ce que pour les deux élections, on a les moyens logistiques? Donc, nous ne le disons pas pour qu'on annule les élections régionales, mais nous disons qu'il faut prendre conscience de la situation et prendre les mesures idoines pour qu'on puisse avoir de belles élections, des élections historiques dans notre pays. 113 députés dans la future Assemblée, et les circonscriptions électorales sont portées de 30 à 39. Oui. Et est-ce que c'est une solution pour régler le problème de mauvais découpage électoral dont parlait l'opposition entre-temps? Oui, en la forme, mais non dans le fond. Ouais. Parce que oui, en la forme, quand on dit 39 pour alors 39 circonscriptions, 113 députés, par exemple, à Gouenivé, par exemple, se retrouve avec 6, il y a 6 communes, ça fait 6. Donc oui, c'est un peu comme si on disait que les 117, dans chaque commune, il y aura un député. Donc c'est bien, ça règle un peu le problème du découpage électoral. Sauf que, entre-temps même, quand on prend les zones géographiquement parlant, il y a des zones géographiques très lourdes plutôt, mais qui ont un nombre relativement bas par rapport à Gouenivé, par exemple. À Gouenivé, c'est vaste, mais si à Gouenivé a 6 communes, pourquoi est-ce que le ZIA, par exemple, a 4? Mais le ZIA est vaste. Le ZIA est très vaste, mais le ZIA a 4 députés. Vous voyez un peu, donc ça ne règle pas tout à fait le problème de découpement. Donc dans le fond, ça ne règle pas, mais dans la forme, oui, ça règle. C'est ça. Donc ça veut dire que les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour un scrutin, comme on dit, transparent, démocratique. Si on veut parler de la qualité même du scrutin, alors là, il va falloir même qu'on parle de l'enrôlement même des électeurs. Donc on va devoir retourner en arrière, mais je crains fort que le débat ne soit plus à jour parce que c'est déjà fini. De ce côté, c'est déjà fini. Donc les élections transparentes, libres, démocratiques et tout, on aura peut-être la moyenne et puis c'est tout. Mais on ne pourra plus s'attendre à 100%. Ça, c'est déjà dépassé. Alors, dans l'état actuel des choses, est-ce que vous pensez que les Togolais sont enthousiastes pour aller aux urnes? Non. Écoutez, j'étais à Kouvé. Oui, j'étais à Kouvé hier et avant ça, j'étais à Dapan. J'ai été jusqu'au Kmendial. J'étais à Naki, Est et tout. J'ai été aussi à Takwame, j'ai été à Sokodé, à Mango. J'ai sillonné tout le pays au nom de notre parti. Je me suis rendu compte que le Togolais
lambda. Je ne parle pas du Togolais qui est sur les réseaux sociaux, les Togolais qui font les clashs sur les réseaux sociaux. Je parle pas de ça. Je ne parle pas du Togolais qui est sur Facebook, mais je parle du Togolais qui ne bénéficie pas forcément de la des nouvelles technologies. Oui, des nouvelles technologies, de la pénétration, voilà, de la pénétration de l'internet ou du téléphone. Voilà. Je parle du Togolais lambda. Alors, ce Togolais lambda là n'est plus intéressé par les élections. Il y en a qui disent, nous votons tout le temps, tous les ans on vote, mais ça ne donne rien, on nous triche. Il y en a qui disent, nous votons, mais aucun changement, zéro. On continue de souffrir, ça va même de mal en pis. Alors, ça veut dire que le Togolais aujourd'hui ne fait sa carte d'électeur que parce qu'il sait qu'il en a besoin peut-être pour le programme du FNFI, il sait qu'il en a besoin peut-être pour pouvoir s'identifier la nuit lorsqu'il y a la patrouille, et puis c'est tout. Mais pas pour les élections. Moi, j'ai pris un Zemaoui, quand vous arrivez à Wahala, 17 km de Wahala, là où un jeune avait relevé cette question d'eau potable. Nous avons été là-bas, nous avons même lancé une cagnotte. J'ai été là-bas, un Zem m'a pris, le Zem me disait que lui, il n'est pas intéressé par les élections, il en a marre. Mais je lui ai dit, mais mon cher, il faut voter. Au moment venu, il faut quand même faire un choix. Écoute, tout le monde fait un choix. Je dis non, mais que même les acteurs politiques jouent à un jeu de mensonge, à un jeu de dupe. On ne peut même pas savoir qui dit la vérité. Et que pour ça, rien que pour ça, ça ne l'intéresse pas. Là, les Togolais ne sont pas enthousiastes. C'est ça. Pas du tout. Et comment faire pour les intéresser? Parce que vous êtes concernés, vous aussi. Bien sûr. Oui. Avez-vous une base électorale sur laquelle Oui. D'abord, nous, dans notre fonctionnement, la nouvelle vision... C'est une question de représentativité. Oui. La nouvelle vision fonctionne avec nous les appelons les ambassadeurs. Donc, chacun fonctionne avec son ambassadeur, pas avec l'ambassade, comme on dit, mais ambassadeur. Alors, ici, chaque ambassadeur est un peu comme un siège, mais un siège cette fois-ci, pas physique, mais moral. Alors, c'est lui qui dirige à son niveau donné. Nous avons déjà fait cette histoire les élections régionales, toujours en notre sein. C'est que nous avons une stratification assez large. Nous avons une structuration assez nationale chez nous, et même jusqu'à l'international. Donc, nous avons une représentativité partout, nous sommes partout. C'est avec nos ambassadeurs que nous faisons le travail de sensibilisation. Ce n'est que ça la solution. Vous ne pouvez pas rentrer dans une maison et forcer les gens à aller voter. Mais il faut leur prouver que avec le vote, leur vote peut avoir un poids et leur vote peut influer sur le changement. Il faut leur prouver ça. Et pour leur prouver ça, il faut déconstruire les mythes mensongers. Il faut leur faire comprendre que ce qui se passe jusqu'alors, c'est parce que nous nous taisons. Aujourd'hui, le Togolais te dit, moi, je ne veux pas faire la politique. Mais alors, qui va faire la politique à votre place? Le Togolais doit faire la politique. Plus que jamais, le Togolais, aujourd'hui, doit faire la politique. Il doit faire la politique. Et du moment où le Togolais comprend, le jour où le Togolais comprendra qu'il lui faut faire la politique, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans notre pays qui ne se passeront plus. Il y a trop d'espoir avorté, trop d'espérance déçue. Oui. Depuis mais c'est parce les années 90, c'est parce que depuis là, le peuple n'a jamais pris le mal en son compte. Le peuple ne s'est jamais dit que c'est à moi de le faire. À qui la faute? Le peuple, mais c'est les leaders. C'est les leaders qui font croire cela. C'est qu'on a toujours fait en sorte que le peuple croit que c'est nous les opposants, ou c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui devons aider ce peuple à sortir de la misère. On a toujours fait croire que la solution pour eux, c'est leurs hommes politiques, c'est leurs leaders devant eux. Parce qu'il nous fallait faire croire ça pour être populaire, pour être grand, pour avoir une force, pour dire que je suis tel ou je suis tel autre, pour bomber le torse, pour dire ci ou ça. Alors qu'il fallait dire aux populations que, chère population, c'est vous la solution. Vous êtes la solution, à vous de vous lever pour avoir ce que vous voulez. C'est ce qu'il fallait leur faire entendre. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui sur le terrain. Vous l'avez dit tantôt, c'est très difficile ce travail. La nouvelle vision souffre beaucoup à le faire, mais nous le faisons. Est-ce que vous incarnez cette nouvelle classe d'hommes politiques, n'est-ce pas, capables de prendre la relève? Parce que, bon, comme vous le dites, il y a une lassitude qui s'empare des Togolais. Nous sommes prêts. Nous sommes nés prêts, la nouvelle vision, nous sommes nés prêts pour diriger, prêts pour prendre la relève. Oui, nous pouvons prendre la relève parce que déjà, nous le prouvons. Dans nos manières de faire, dans nos projets, nous le prouvons. Nous prouvons que nous sommes des hommes d'État. Quand vous voyez nos projets, vous lisez nos projets, vous verrez que nous pensons à tout le monde. Et partout où nous allons, nous n'aimons pas le mensonge. On vous dit les choses telles qu'il faut les dire. On vous clarifie la situation. Vous-même, vous comprenez que la décision ne peut être que ça. Et on associe tout le monde. Oui, le Togolais lambda ne s'intéresse pas au projet de société élaboré par les partis politiques. Non, c'est parce que les partis politiques ne leur présentent jamais les projets. Les partis politiques refusent de leur présenter le projet parce que certains même vont ouvrir beaucoup. Ils vont ouvrir leurs yeux pour grandement voir les projets de société. Parfois, ils verront les pièges dans les projets de société. Nous élaborons les projets de société avec les populations. C'est ça. Oui, nous allons les voir, nous les rencontrons. Quelles sont vos préoccupations? Ils nous disent leurs préoccupations. On élabore ça et on voit les possibilités qu'il y a. Il y en a qu'on peut faire même sans être au pouvoir. Il y en a qu'on ne peut pas faire sans être au pouvoir. Et ce qu'on peut faire
sans être au pouvoir, on fait ça avec eux. C'est ça. On n'est pas encore en campagne, bien sûr. Non, pas du tout. Oui. Quand je parlais du programme agricole décentralisé, c'est parce que nous avons été à Yoto, nous avons été à Haute, nous avons été à Bandi, dans la préfecture de Brita, nous avons été à Tandouar, nous avons échangé avec la population. Nous avons compris, c'était au mois de... c'était en février, le 1er mars, on a fait à Bandi et Tandouaré, et on a discuté avec eux. De quoi vous avez besoin, ils nous ont dit leurs problèmes. On a alors financé les groupements agricoles pour les amener, comme on le disait, c'est un programme pilote, pour les amener à venir en avant, pour ne plus avoir faim. Mais on dit ventre à famille n'a point d'oreille. Nous, à la nouvelle vision, nous disons ventre à famille n'a point de tête. Quand les gens n'ont pas de tête, comment peuvent-ils faire des choix? Mais il faut avoir une tête pour choisir, mais les gens n'ont même pas leur tête. Comment peuvent-ils choisir? C'est ça l'autre problème qu'on a au pays ici. Mais personne ne veut se préoccuper de la faim des gens, parce qu'on a compris que si les gens n'ont plus faim, ils vont réfléchir, ils ne vont pas nous choisir. Mais nous, quand on va chez les gens, on ne dit pas voter pour la nouvelle vision. Quand je parlais de Ntivou, par exemple, la commune là, nous n'avons rien à gagner là. C'est un maire uni. On a fait notre don, mais on n'a rien à gagner là. La nouvelle vision n'est même plus allée là-bas il y a longtemps. Je ne suis même pas sûr que j'irai là-bas avant la fin de l'année. C'est ça. Mais on l'a fait. Et puis en plus, c'était le don dont nous parlons là. Nous avions fait le don en juin 2020. Ça veut dire que c'est après la proclamation des résultats des élections présidentielles en avril et la prestation de serment du chef de l'État et tout. Ça, c'est après. Donc, nous, on a fait ça en juin. Ça veut dire que nous ne gagnons rien de tout cela. Nous ne gagnons pas à le faire, mais on l'a fait. Aujourd'hui, sans doute, les populations ont déjà oublié. Peut-être le maire, lui, au moins, ça se souviendra que Nouvelle Vision l'a aidé à le faire. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne faisons pas des calculs politiciens pour le faire. Écoutez, si moi je sors tout de suite de vos studios aussi, ici, et un jeune me rencontre là-bas, et il a faim, et que j'ai les moyens, je l'aide, je n'irai pas sur les médias dire que j'ai aidé, je dis qu'il avait faim là-bas. Je n'ai pas à le dire. Les calculs politiciens, il faut arrêter les trucs immoraux là, il faut arrêter ça. C'est ça la Nouvelle Vision. Très bien. Et bientôt, la campagne va s'ouvrir, hein, ce sera ardu pour vous. Est-ce que vous allez, donc pas de boycott, vous allez prendre part aux prochaines consultations électorales? Oui. Nous serons présents à toutes les élections, on l'avait déjà dit. Toutes les élections, nous serons présents. C'est vrai que ça sera très ardu. Des coups vont être donnés. Mais moi, je rassure les populations qui sachent que nous savons encaisser, nous savons aussi en donner. Les coups, on sait en recevoir, mais on sait aussi en donner. Et ça, c'est la loi politique. Hein. Vous recevrez des coups. Les coups d'idée, bien sûr. Hein. Peu importe les coups qu'on nous donne, qu'on sache que nous savons aussi en donner. Nous savons répliquer. Nous savons encaisser, oui, nous sommes des grands encaisseurs parce que nous sommes costauds, mais nous savons aussi en donner. Quand vous nous donnez des coups, à un moment donné, sachez que nous allons répliquer. Quand on réplique, vous allez tomber. Nous donnez le coup à la ceinture. Et vous n'allez plus vous relever. C'est ça, en fait, aussi. C'est ça la nouvelle vision aussi. Que les conditions soient réunies ou pas de boycott de cette élection? Non, pas de boycott. Parce que, au fait, depuis que moi je suis né, moi je suis relativement jeune, plus jeune que vous, vous êtes un doyen, je l'avais déjà dit. Oui. Et je n'ai jamais vu ou entendu parler d'une élection dans notre pays où toutes les conditions étaient réunies. Mais il y a toujours eu des candidats. Oui. Vous savez, même dans les... D'ailleurs, oui. Même dans les pays où les dictatures sont les plus fortes, lorsque plus aucune opposition n'existe, le pouvoir même crée son opposition. Donc il y aura toujours des élections et il y aura toujours une certaine communauté internationale qui viendra dire tout s'est bien passé dans tous les pays. Et chez nous, ça sera du ça. Donc si on boycotte, les élections auront lieu. Si on ne boycotte pas, les élections auront lieu. Donc maintenant, finalement, avec les dernières législatives. Donc il faut y aller. Vous savez, notre président a enseigné les maths aux États-Unis pendant près de 18 ans. Et en tant que matheux, il nous a appris une chose. Les marges d'erreur, ça existe toujours. Même si elles sont faibles, elles existent. Donc il faut faire avec la marge d'erreur dans cette histoire. Voilà. Donc que les Togolais consultent cette marge d'erreur, que les Togolais comprennent que la nouvelle vision va saisir, va profiter à fond de ces marges d'erreur pour pouvoir faire un bon score. Oui, certains même souhaitaient que les élections soient reportées finalement pour mieux les organiser. Je pense que c'est le cas. Oui, qu'en dites-vous? Nous estimons que d'abord les députés, même vous savez, d'abord les élections auraient dû avoir lieu depuis décembre. Bien sûr. On les a repoussées sans consulter les députés, sans consulter personne. On a juste repoussé ça. On nous a dit dans la deuxième quinzaine du mois de mars. Finalement, on ne nous a plus rien dit. On a juste repoussé ça encore jusqu'au 13 avril. Donc ça a été déjà 2 fois manqué. Quand on nous dit maintenant que les députés qui sont là, qui ne sont plus légitimes parce que leur mandat a expiré depuis, que ces députés-là soient toujours là jusqu'en 2025. Non, ils ont un test qui les protège quand même, hein, que bon, bien sûr, ils sont là jusqu'à ce que... Oui, bien sûr. Oui, mais nous savons que normalement, leur délai, là, leur mandat, c'est déjà passé, quand même, c'est dans les faits, ça. Ça rejoint encore une certaine maladie institutionnelle que nous avons dans notre pays, où beaucoup d'institutions sont paralysées parce que les mandats des tenants de ces institutions-là a expiré depuis des... Il y a eu la HAC, il y a la Cour des comptes, elle nage même dedans. Il y a la Cour constitutionnelle qui est là. Il y a beaucoup d'institutions qui sont encore dans un état bancal.
On ne peut pas se permettre que même nos élus, les représentants du peuple soient dans la même situation qu'en 2025. Et attention, pour coupler ça avec les élections présidentielles, donc des élections générales au sens définitif du terme au Togo ici, alors que nous savons ce que ça donne l'élection présidentielle, ce que ça donne dans notre pays. Non, mais moi, je ne souhaite pas ça. C'est ça. Et c'est pour ça que certains aussi pensent à un dialogue. J'ai vu la dernière fois dans les médias une partie de la société civile qui parle d'un dialogue avant la tenue de ces élections. Oui, bien sûr, nous sommes partants. Parce que vous voyez, même quand on prend le cadre de consultation de dialogue qui a été instauré par le ministère de l'administration, CPC, oui. Les partis qui sont membres, ce n'est pas forcément les partis les plus actifs, ou ce n'est pas seulement les partis les plus actifs qui sont là. Il y a encore d'autres partis comme nous, actifs, oui, comme nous, qui sont des partis actifs qui sont sur le terrain, mais qui ne participent pas à la prise de décision là-bas. Et ce n'est pas très intéressant comme ça. C'est que nous, nos points de vue, nous on les donne quand on rencontre le ministre, ou quand on écrit un courrier, et nous donnons nos points de vue. Mais ça ne suffit pas. On devrait aussi siéger à la table. C'est le pourquoi il faut ouvrir un cadre de discussion inclusif cette fois-ci, qui intègre tous les acteurs ou tous ceux qui aspirent à aller à ces élections, que chacun puisse donner son avis, dire vraiment ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, même quand on prend notre CENI, on vous reprendra qu'il n'y a pas de crise pour ouvrir encore un dialogue. Non, mais on n'a pas besoin de crise pour dialoguer. Il faut dialoguer tout le temps. Normalement, quand vous êtes des acteurs, vous allez vous confronter à un moment donné à un processus où vous allez vous affronter. Mais pourquoi est-ce que vous ne dialoguerez pas en avance par rapport aux règles qui doivent régir ce combat-là ou bien cet affrontement? C'est à moins des choses, ce n'est pas une question de crise. Donc pour nous, la nouvelle vision, nous soutenons vraiment cette idée-là, qui est un cadre de discussion avant les élections. On va faire un peu de probabilité de statistique, on va anticiper. Alors, quel schéma entrevoyez-vous au soir du 13 avril, et pour l'avenir du Togo? Qu'est-ce que vous imaginez à votre calcul mathématique? Pour la nouvelle vision. Oui, pour la nouvelle vision. D'abord, en tant que parti politique, on ne peut qu'envisager la victoire. La victoire par rapport à tous nos candidats. Pour nous, c'est important. D'ailleurs, si on ne veut pas gagner, pourquoi est-ce qu'on serait en course? Donc, on veut gagner. Vous allez voler seul ou bien peut-être en concertation avec d'autres formations? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais sachez quand même que la nouvelle vision, comme je l'ai dit, nous sommes très costauds. C'est que nous sommes une locomotive, nous sommes une tête de wagon. Donc, si quelqu'un veut aller avec nous, la personne sera avec nous, mais que la personne n'oublie pas que nous sommes une locomotive. C'est important. Qui peut nous sommes une wagon, oui, voilà, c'est important. Okay. C'est très important. C'est cela. Merci beaucoup. Et, encore un mot au plan national. Que dites-vous de cette campagne qui s'annonce, parce qu'il faut aussi beaucoup de moyens. Oui. Vous savez, déjà, même quand on prend les 113 députés, sièges, 113 sièges, plus maintenant les suppléants, ça va être 226 personnes. Maintenant, plus leur caution, on est à 113 millions. Pour chaque parti politique qui voudrait couvrir toute l'étendue du territoire national. C'est lourd. Et maintenant, battre campagne dans chacune de ces zones-là, c'est extrêmement lourd pour les partis. Et c'est le pourquoi d'ailleurs la date d'annonce, c'est que les partis en réalité n'ont que 20 jours pour chercher de l'argent, pour se préparer, avant de rentrer en mars et finalement en avril. C'est extrêmement compliqué pour les partis de l'opposition, parce que le pouvoir a les moyens, ils ont des moyens, on ne va même pas discuter ça. C'est extrêmement lourd. Mais vous savez, la nouvelle vision s'attend toujours à tout. Je vous ai dit, nous sommes prêts. Nous attendons toujours à tout. Nous connaissons le terrain. Nous savons comment. Vous ne pouvez pas vouloir aller dans la brousse pour chercher des bois et avoir peur des ronces. On s'attendait aux ronces. On savait qui y en aurait. Alors ça ne va pas nous décourager. Ça, c'est les ronces. Il y en a, il y en aura toujours. Ça ne va pas nous décourager. Donc les campagnes seront bouillantes. Mais tout le monde fera campagne, c'est obligatoire. Nous aussi, nous ferons campagne. Nous avons nos zones, nous avons nos fiefs. Nos fiefs, c'est le Togo. Nous serons partout et nous parlerons au peuple togolais. Et le peuple togolais fera son choix. Et la caution, 500 000 pour les députés, 250 pour les femmes. Et pour les régionales, 200 000 pour les hommes, 100 000 pour les femmes. Alors, cette disparité signifie quoi? Qu'on va encourager les candidatures féminines? Oui, une certaine discrimination positive. Mais vous savez, moi, mon expérience, ça c'est à titre personnel, c'est que les femmes, ce n'est pas tant que ça les hommes qui les empêchent. Bon, à une époque, c'était ça. Mais aujourd'hui, le fait que les hommes les empêchent, ça, c'est en train de disparaître petit à petit. De nos jours, c'est les femmes même qui ne veulent pas prendre le devant. Vous allez dans une assemblée, vous demandez aux femmes de parler, elles vont refuser de parler. Vous allez à un moment donné les forcer pour qu'elles parlent. Mais elles ont tellement de choses à dire. Ça aussi, c'est un problème de mentalité. Oui, effectivement. Effectivement. Et ça aussi, nous le faisons tout le temps. Quand nous allons sur le terrain, nous demandons que les femmes parlent.
Et nous les taquinons jusqu'à ce qu'on arrive à dire quelque chose. Et quand ils commencent à parler, quand ils prennent le micro, vous vous rendrez compte qu'elles diront des choses très intéressantes, beaucoup plus intéressantes que ce que les hommes disent. Donc c'est que nos femmes ont des choses à dire, mais elles préfèrent toujours se taire. Il faut effectivement les encourager à entrer dans l'arène, parce que si on a beaucoup plus de femmes, je pense que ça va équilibrer beaucoup plus la manière dont nous faisons la politique autour. C'est ça. Beaucoup plus de femmes. Aujourd'hui, nous avons des femmes à la primature. D'inconvénient qu'il y a, n'est-ce pas, de disparité entre la caution que doivent payer les hommes. Aujourd'hui, il faut le faire comme ça. Mais 10 ans, dans 10 ans, si on le fait encore comme ça, moi, je le contre. Aujourd'hui, je suis d'accord. Bien, merci, monsieur Fiagan, Vidirakou, excusez. De 10e vice-président national de Vision, Nouvelle Vision au Togo. C'est avec vous que nous faisons le tour d'horizon de cette question d'actualité. On va sortir un peu du rectangle togolais pour jeter un coup d'œil sur l'actualité au plan international, africain surtout. Oui. Et d'abord, ce report inédit de la présidentielle au Sénégal. Et Macky Sall qui a décidé volontairement qu'il en soit ainsi. Et même si la vie se déroule normalement à Dakar, eh bien, il y a eu quand même une tension. Oui, Macky Sall, le tout-puissant Macky Sall, j'ai envie de dire, parce que vous ne pouvez pas vous lever seul et prendre cette décision dans votre camp unilatéralement, dire que voilà, vous reportez les élections et encore s'inédier, la date n'est pas fixée. Mais comment peut-on diriger un pays comme ça? C'est ça le problème que nous avons. On en a toujours partout. C'est un peu comme ici chez nous. On se réveille un matin, on dit on repousse les élections qui devraient avoir lieu en décembre. On nous dit mars et finalement on nous dit avril. Unilatéralement prendre la décision, on ne consulte personne. Mais ce n'est pas normal, on ne peut pas diriger comme ça. Parce que ce n'est pas votre pays à vous seul. C'est vrai qu'aujourd'hui vous présidez aux destinées de ce pays, mais demain ça ne sera pas vous. Et avant ce n'était pas vous. Il y a eu des gens avant vous, il y aura encore des gens après vous. Mais si vous vous dirigez seul comme ça, quel héritage vous laissez vraiment aux autres? Qu'est-ce que vous laissez comme image, comme histoire dans la vie? Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, c'est parce que Macky Sall l'a voulu. C'est parce qu'il s'est entêté. Vous m'excusez de parler ainsi d'un chef d'État, mais il s'est entêté. Il aurait pu tout simplement accepter. D'abord parce que son nom... C'est l'un des bons élèves dans la sous-région. Bon élève de qui? D'alternance politique. Oui, mais bon élève de qui? Oui, bon, le Sénégal a connu plusieurs fois l'alternance. On a su, prenons l'exemple de Wade. Wade voulait faire un 3e mandat. Il a été empêché in extremis. Ensuite, après Wade, il y a eu... Macky, je crois que c'est Macky qui est là depuis là. Maintenant, il a voulu faire un 3e mandat, empêcher lui aussi in extremis. Est-ce que c'est vraiment l'alternance voulu ça? Moi, je pense que l'alternance, c'est que vous savez que votre mandat, les deux, c'est fini. Vous savez que vous devez partir. Vous ne tentez pas de. Comme Benoît Talon a clairement dit qu'il ne sera pas là en 2026. Espérons, parce qu'il avait promis faire un mandat. Ensuite, il a changé. Il a dit je fais 2 mandats. Donc, nos chefs d'État n'arrivent même pas à tenir leurs engagements. Ils n'arrivent pas à faire selon leurs promesses. C'est grave pour nous. Moi, je ne trouve pas que c'est des démocrates comme ça. Quand vous promettez quelque chose, de le faire. Et c'est le pourquoi Yadema le disait, il ne faut pas faire des promesses. Quand vous ne pouvez pas, ne faites pas de promesses, ce n'est pas la peine. Nos chefs d'État aujourd'hui promettent facilement. Et quand vous promettez finalement, vous ne faites pas selon vos promesses, vous devenez des gens peu scrupuleux. Et c'est ça ce que Macky Sall est en train de faire. Parce que ce n'est pas son homme qui est aujourd'hui populaire dans son pays. Il sait que si les élections avaient lieu à la date prévue, son homme perdra. Il perdra. Il sait que son dauphin perdra. Alors du coup, il est obligé de lui donner encore un peu de temps pour pouvoir sillonner beaucoup plus le territoire et peut-être même mettre en place les appareils de trucage des élections. Vous pensez qu'il peut faire marche arrière? On l'a vu avec Alassane Draman Ouattara. Donc ça ne nous étonnerait pas si Macky Sall le fait. Sauf que Dakar brûlera. Mais vous savez, c'est eux les tout-puissants. C'est ça. Ils le feront à leur guise. Tant que les peuples africains ne comprennent pas que c'est à eux de se lever pour prendre en main leur destinée, tant que l'esclave ne comprendra pas qu'il doit se libérer par lui-même, il sera toujours un esclave. Les peuples doivent comprendre que c'est à eux de le faire. Ce n'est pas un parti politique de le faire. Ce n'est pas à un dirigeant de le faire. Ce n'est pas à un leader de le faire, mais c'est au peuple lui-même. Seul le peuple est vraiment Dieu. Le peuple est Dieu. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Le peuple est Dieu. Le peuple doit comprendre qu'il a cette responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Moi, je le dis. Moi, je le disais à mon père à son âme, que vous avez échoué. Moi, je le disais ça. Vous avez échoué à mettre en place pour nous un État vraiment démocratique. Moi, je disais ça à mon père, il me disait, on a essayé. J'ai dit, oui, vous avez essayé, mais vous avez échoué. Vous avez réussi à nous donner la liberté de parole, plus ou moins. Aujourd'hui, la liberté d'expression. Aujourd'hui, nous arrivons quand même à nous exprimer. Nos parents, vous avez réussi à le faire. Mais sur le terrain totalement démocratique, ou sur le terrain sur lequel mon vote a un poids, où ça peut compter, où ce que je dis peut être pris en compte, vous avez échoué. Et aujourd'hui, moi aussi, je me rends compte que je suis en train d'échouer pour mes enfants.
Et moi, je ne veux pas continuer sur ce chemin d'échec. Je ne veux pas échouer. Et c'est pourquoi je me suis engagé avec la Nouvelle Vision. Nous disons qu'il faut que les peuples comprennent la responsabilité qui est la leur. Le peuple doit comprendre sa responsabilité pour pouvoir renverser la situation. Autre sujet préoccupant, c'est le Burkina Faso, le Niger et le Mali, hein, la CEDEAO. Qui disent adieu à la CEDEAO, qui perd comme ça 3 de ses enfants. Hein. On peut les comprendre. Oui. On peut les comprendre, même si moi je ne suis pas tout à fait pour. Mais on peut les comprendre parce que ils en avaient marre à un moment donné de la CEDEAO. Ils avaient totalement marre. Ils se disaient que la CEDEAO, qui était devenue un syndicat des chefs d'État, ne les soutient pas. Mais en même temps, cette décision risque d'avoir quelques graves conséquences. Les échanges commerciaux entre les pays de la CEDEAO, il faut maintenant qu'il y ait des impôts, des taxes dessus. Et il y a aussi la libre circulation des personnes. Aujourd'hui, un Burkinabé ne peut plus rentrer au Togo comme il veut. Un Togolais ne peut plus rentrer au Burkina comme il le veut. Même chose pour les autres pays aussi qui sont en union avec les autres pays là. Donc ça, sur ce plan, ça sera très difficile. Mais j'ai suivi un entretien, je pense, de Alain Foka avec le chef d'État burkinabé. J'ai vu que même si à un moment donné, ça m'a paru comme une décision juste brusque, une décision pas tout à fait élaborée, ils ont quand même quelques plans derrière. C'est ça. Ouais, c'est des gens qui s'opposent catégoriquement à ce que les autres aujourd'hui, ces soi-disant démocrates, comme Ibé lui-même l'a dit, c'est des gens qui s'opposent à ces soi-disant démocrates en se disant qu'ils veulent offrir meilleur, ils veulent offrir mieux à leur pays. Espérons tout simplement qu'ils arrivent à offrir mieux et que nous on puisse tirer des leçons. Ils se retrouvent au sein d'une association maintenant, AES, une nouvelle organisation. Qui a un avenir selon vous? Cette organisation peut avoir de l'avenir. Vous savez qu'on a les mêmes problèmes, le terrorisme. Ils sont attaqués de partout. Le Sahel est attaqué. Et c'est tout à fait normal. D'abord, vous savez que cette union-là, l'AES, a commencé avec en réalité le G5. Oui, le G5. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas extraordinaire qu'ils mettent en place cette organisation. Ils en avaient besoin pour pouvoir régler leurs problèmes. Maintenant, si ça peut aller plus loin, parce que ces pays, que les gens oublient de le dire, ces pays, c'est des pays très importants. C'est un trait d'union entre l'Occident et nous. C'est des pays très importants. Donc, d'abord, quand on prend rien que le Niger, vous savez ce que ça vaut. C'est très vaste. Voilà, quand on prend le Burkina, quand on prend aussi le Mali, c'est des grands pays. Donc, ces pays, en réalité, peuvent être autonomes plus ou moins, s'ils s'entendent bien. Donc, je pense qu'ils ont ils ont encore toutes les armes en main. Et chez moi aussi une indépendance économique au niveau de la monnaie. Oui, c'est important pour tous nos pays. En réalité, on devrait avoir notre propre monnaie. Ça, c'est un débat, normalement, on ne devrait même plus revenir dessus. C'est le pourquoi, des fois, les positions du président Alassane Dramane Ouattara me surprennent. Lui qui soutient tant que ça, c'est lui-même le prêtre du CFA chez nous. Malgré tout ce que les économistes disent du CFA, lui, toujours là défendre le CFA. On nous dit que le CFA nous offre la stabilité, tout. Mais en même temps, le CFA nous offre la pauvreté, la misère. Mais je ne comprends pas pourquoi il continue à défendre le CFA, mais il a ses raisons. Je me dis que moi, tout ce que j'attends de ces 3 pays-là, c'est de nous servir de bons exemples. S'ils échouent, alors nous aurons tous échoué. C'est ça. Nous n'aurons plus aucune... il n'y aura plus grand espoir pour nous devant, on n'aura pas de modèle à suivre. Parce que c'est eux qui aujourd'hui tracent la voie. Et heureusement que le pays, notre Togo, pour le moment, se situe du bon côté de l'histoire en les soutenant un peu. En jouant un rôle de dialogue. Oui, parfois trouble, un rôle parfois que nous ne comprenons pas trop. C'est ça. Mais au moins, il est de ce côté-là. Très bien. Voilà, cher ami, pour cet entretien. Ça tire à sa fin. Que dire en fin d'échange Oui, moi, comme je le disais d'entrée de jeu, je vous remercie pour nous avoir donné, nous, la Nouvelle Vision, ce temps. Et pour nous, c'est extrêmement important de toujours venir voir les médias, d'échanger avec eux, de discuter avec eux. Parce que vous, en tant que médias, vous êtes à la fois la voix, les yeux, les oreilles du peuple. Ce que vous dites au peuple, très souvent, ça marche. Alain Carlson disait, les médias, c'est les faiseurs d'opinion. Malheureusement, lorsque vous jouez... Malheureusement, lorsque vous jouez le mauvais rôle, nous, on a des problèmes sur le terrain. Malheureusement, encore ces derniers temps, ces 20 dernières années, les médias n'ont pas toujours joué le bon rôle. Les médias ont toujours présenté au peuple ceux-là qui les arrangeaient le plus, ceux-là qui les arrangeaient commercialement parlant le plus, au lieu de présenter au peuple ceux-là qui donnaient la vraie solution. Et nous sommes la vraie solution, que les médias nous présentent beaucoup plus. Oui, chacun prie pour sa chapelle, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas tant que ça. Moi, la Nouvelle Vision nous dit que ce que nous pensons comme ce que nous estimons être la vérité. C'est ça. Merci à vous, merci pour votre disponibilité. C'est la fin de ce numéro. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de rencontre et échange. Il était question des élections à venir et puis un peu du paysage politique togolais. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.